Et du coup, on a le plaisir d'accueillir Agnès Langevin, qui est vice-présidente de la région en charge du Pacte Vert. Allez-y Agnès, de l'habitat durable, qui va clôturer cette matinée. Oui. Bonjour à toutes et tous, et d'abord m'excuser pour ce contretemps, et donc je n'ai pas participé malheureusement à l'ensemble des tables rondes et de vos échanges, mais de ce que j'entends depuis mon arrivée, c'est qu'il y a ce constat partagé que, là vous venez de le rappeler, la séquence ERC c'est compliqué, que la compensation finalement ce n'est pas au niveau de la promesse et des enjeux liés à l'effondrement de la biodiversité. Je crois que vous l'avez rappelé ce matin dès l'introduction. La question de la planification avec, bien sûr, les différentes articulations de planification, entre la planification de l'État, notamment avec la stratégie nationale biodiversité, avec la planification régionale à laquelle vous êtes associé, la stratégie régionale biodiversité, les territorialisations des différentes stratégies nationales, bien sûr le SRADET, schéma d'aménagement du territoire, qui est en cours de révision, et parce que planifier, c'est très important, il faut aussi se donner les moyens d'atteindre les objectifs. Donc l'Agence régionale de la biodiversité, avec aussi un groupe de travail sur comment on intègre tous ces enjeux, mais surtout les solutions et l'expertise dans les différents exercices de planification. Un outil d'anticipation qui est Bio-Occitanie, par rapport à la dernière intervention que je pense vous présenterez, enfin je pense qu'il est connu, mais en tout cas il est à disposition, et l'objectif était vraiment de donner, d'outiller les aménageurs pour donc anticiper. Donc ça c'est le volet technique, c'est pas ma spécialité. Moi je voulais plutôt faire écho à ce que vous avez pointé, notamment dans la dernière intervention, sur la sensibilisation, la formation des élus, des aménageurs. Bon, j'ai pas vu beaucoup, le premier constat, c'est que j'ai pas vu beaucoup de mes collègues dans la salle. Donc ça, il y a quand même un sujet, j'ai envie de dire, d'hybridation des formats comme ça de rencontres, parce que je suis souvent un peu seule, heureusement renforcée par les services et l'État. Mais voilà, je pense qu'il faut revoir aussi collectivement les formats de travail, parce que voilà, chacun, surtout pour les élus en milieu ruraux ou en milieu urbain, enfin voilà, il y a quand même un sujet qui se pose, où beaucoup de réunions se font qu'en présence de techniciens et sans élus. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je vis dans les Pyrénées-Orientales, et que ce que nous traversons dans les Pyrénées-Orientales avec la sécheresse, alors c'est pas nouveau, mais ça exacerbe l'histoire de conciliation des usages, de partage, des jeux d'acteurs, des restrictions qui sont extrêmement fortes, ce sont les plus fortes qui sont prises en France, nous montrent à quel point on est très peu préparé à abaisser collectivement les niveaux de violence. On le voit dans les PO, suite à un contentieux qui a été gagné par France Nature Environnement notamment, et de voir combien les militants écologistes, alors je le dis, c'est pas que pour faire de la propagande, mais c'est parce que il faut voir ce qu'il se passe quand on est dans le mur, on n'est même pas au pied du mur, on est dans le mur, de comment ça se passe concrètement dans les relations aussi entre les différents acteurs et entre les différentes personnes. Et ici, et c'est vraiment pour vous remercier et saluer le format aussi de cette communauté d'acteurs qui se veut un espace de dialogue sans pression institutionnelle forte, mais un espace où on n'est pas obligé d'être d'accord, on échange tranquillement, on fait des retours d'expérience, on peut converger, on peut acter des dissensus, on peut cliver aussi, et pour ensuite, évidemment, trouver, aller le plus loin ensemble dans des solutions, mais en tout cas, avoir cet espace de discussion. Et je pense que pour les années à venir, même
Déjà aujourd'hui, malheureusement, c'est très très important de pouvoir cultiver ces espaces comme vous le faites. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Je reviens aux Pyrénées-Orientales et c'est juste la dernière allusion à ça. Vous voyez, bon, vous connaissez tous au niveau de la sécurisation des usages, hein, la hiérarchie, l'eau potable, la sécurité, les milieux et donc les fonctionnalités écologiques. Vous voyez encore une partie des acteurs, y compris en responsabilité de présidence de syndicats de bassin, dire que les poissons, les milieux, on s'en fout, que c'est pas prioritaire. Tout ça pour dire la marge de progrès que nous avons à travailler, avec aussi le volet police et de mon point de vue, un volet police qui doit faire de la pédagogie, mais pas que, voilà, surtout en matière de police de l'eau. Je fais quelques détours comme ça pour aussi interroger la question de l'évitement. La question de l'évitement, bon, c'est une mesure technique, vous savez le faire, mais la traduction politique pour des décideurs, c'est est-ce que je fais ce projet ou est-ce que je le fais pas? Est-ce qu'il est bon pour l'emploi, pour l'attractivité, le grand mot d'attractivité, enfin vous connaissez un peu tout ce qu'on appelle les éléments de langage sur l'opportunité donc de tel ou tel projet. Et ça, c'est quelque chose qui aussi m'intéresse beaucoup parce qu'on commence à avoir des écrits et des contributions sur cette notion au regard, évidemment, de la hausse des températures, du climat, de l'effondrement du vivant, de cette nécessité de s'adapter dans le cadre de la planification écologique +4. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat du +4, ce n'est pas le sujet, mais on voit combien aussi, et ça pose une question aussi très certainement, dans la compensation à 30 ans, est-ce que vous avez inclus la trajectoire climatique aussi dans vos travaux de restauration? Comment vous le prenez en compte? Et donc, c'est la question, avant l'évitement sur le plan politique, du renoncement. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à faire du renoncement à tel ou tel projet sur l'opportunité, la décision de voir s'il est encore pertinent, efficace et même raisonnable d'aller vers tel ou tel type d'aménagement. Et ça suppose évidemment une opinion publique, pour faire large, en tout cas des citoyens qui soient aussi bien informés. Et là, on voit aussi le paradoxe, et je m'arrête là, mais c'est pour vous dire les questions qui nous traversent, le paradoxe de voir que finalement, plus on est dans le mur, plus on est dans la difficulté, plus on le voit avec la hausse, par exemple, des Français climato-sceptiques. On le voit dans des raisonnements. Enfin, à Perpignan, il y a eu une procession pour faire pleuvoir. Et c'est pas anecdotique. Voilà. Et donc, on se retrouve, on pourrait se dire qu'en fait, plus on est dans le dur, on le vit, on réalise, et plus ça va être simple. En tout cas, nous, ce qu'on peut mesurer, c'est la force du déni collectif et la force, en fait, de la résistance. Et ça, c'est assez... Enfin, en tout cas, moi, je le vis sur le terrain. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. On pense que plus on vit un truc, plus on est sensibilisé et qu'on va avoir des réponses adaptées. Ben là, ce qu'on constate, c'est plutôt des vents contraires. Donc, voilà. Alors, c'est pas un apport technique, hein, c'est votre job. Mais en tout cas, sachez que politiquement, au niveau des décideurs, des élus, et donc je salue l'initiative donc de ces des actions auxquelles la RB va prendre part, des élus pour avancer. Mais ça, les associations sont sur le terrain pour aussi bien expliquer, bien informer, en ayant aussi un appui et le soutien des scientifiques. Ça, c'est quelque chose aussi qui monte aussi l'apport des scientifiques dans le débat public. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.